Donc la troisième partie est dédiée au bilan de la mise en place du tri à la source des biodéchets. Et donc on regardera les chiffres qui concernent la gestion de proximité des biodéchets, les chiffres sur les collectes séparées des déchets alimentaires et enfin les coûts de la mise en place du tri à la source des biodéchets. Donc, le premier constat sur ce tri à la source des biodéchets, c'est une nette augmentation du déploiement des solutions de tri en 2023. Donc, si on regarde le graphique du haut, on, on peut, enfin, sur ce graphique, on peut lire l'évolution des habitants qui sont équipés d'un composteur distribué par la collectivité et la population desservie par une collecte séparée. Donc, la ligne verte, c'est la population desservie par les collectes séparées et la ligne violette, les habitants équipés d'un composteur individuel et la ligne orange, les habitants équipés d'un composteur collectif. Donc, vous voyez que les courbes ben, augmentent en 2023. Effectivement, pour la collecte séparée, on a en 2023 18% de la population qui est desservie. Et on était à 8% en 2020. Donc, vous voyez une bonne augmentation de la population desservie par ces collectes séparées. Pour le compostage, donc individuel et collectif confondus, on est en 2023 à 16% de la population régionale qui est équipée de composteurs distribués par la collectivité. Et en 2020, on était à 9%. Donc vous voyez que c'est pareil, on a une belle augmentation. Euh, la population, du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, couverte par une solution de tri à la source, est de 34%. Donc, et là, on est un peu en dessous du niveau national, puisqu'on est plutôt au niveau national à 50%. Voilà, donc c'est une belle dynamique. La couverture a doublé depuis 2020 dans la région, mais voilà, on reste un peu en dessous des statistiques au niveau de la France. On comptait en 2023 encore 5 collectivités sans solution de tri à la source des biodéchets, mais des actions étaient prévues en 2024 pour ces collectivités, donc certainement que euh, c'est en train de bouger. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième partie du graphique, donc qui est dessous, c'est un graphique qui représente les tonnages de biodéchets qui sont compostés. Donc ça, c'est en violet, les barres que vous pouvez voir, et les tonnages de biodéchets qui ont été collectés via les collectes séparées. Donc ça, c'est les barres vertes. Vous voyez que la quantité de biodéchets compostés a beaucoup augmenté en 2023 avec 86 kilotonnes de biodéchets compostés. Donc, c'est un chiffre qui est calculé avec des ratios ADEME. Évidemment, on ne peut pas mesurer la quantité de biodéchets que les gens mettent réellement dans le composteur. Et donc, on note une augmentation depuis 2020 de 66% de ce tonnage. Donc, c'est une belle augmentation. Quand on regarde les biodéchets collectés séparément, cette fois-ci, on est à 21 kilotonnes de biodéchets collectés. Et là, vous voyez que l'augmentation est un peu moins forte que sur le compostage, mais on a quand même une augmentation de 38% depuis 2020, ce qui est quand même positif. Et là, je passe la parole à l'ADEME. Oui, je vais prendre la place de Claire. Ok. Elle est excusée. Juste pour vous parler donc des 75% de la population régionale qui devrait être couverte. Ça, c'est des projections qu'on a fait vis-à-vis des dossiers, des nombreux dossiers qu'on a eus avec soit Aura Biodex, soit le Fonds vert. Et on pense que actuellement, donc 75% de la population régionale va être couverte et qu'en 2027-2028, l'ensemble de la population sera couverte par une solution de tri à la source, que ce soit compostage ou collecte séparée. Ok, eh ben, merci Elsa. Maintenant, nous allons nous intéresser aux collègues séparés. Voilà, un focus un peu plus précis sur ce thème. Euh, donc en 2023, on avait en Auvergne-Rhône-Alpes 22 collectes séparées auprès des ménages. Et en fait, quand on regarde où est-ce qu'elles ont été mises en place, on s'aperçoit que c'est
en- pour une bonne moitié sur ces 22 collectes, pour une bonne moitié, elles sont mises en place sur des territoires urbains, avec les métropoles de la région. Donc on en a quatre. Les quatre ont choisi de mettre en place une collecte séparée des biodéchets. Et on a 11 agglomérations sur 28 qui ont choisi aussi de mettre en place ces collectes séparées des biodéchets alimentaires. Donc ça, c'était la situation en 2023. Ça sera peut-être amené à augmenter. Et vous voyez d'ailleurs, en regardant la carte, que les départements qui sont très ruraux n'ont pas de collecte séparée sur leur territoire. Donc, comme je l'ai dit sur la slide précédente, en 2023, il y a 21 kilotonnes qui ont été collectées auprès des ménages. Et en fait, ça représente, quand on rapporte au nombre d'habitants INSEE, hein, bien sûr, on est à 14 kilos par habitant. Alors, ce ratio régional, en fait, il cache une grande disparité au sein des collectes qui est en fait liée à l'ancienneté de la collecte. Plus une collecte est ancienne, et plus le ratio à l'habitant va être élevé, où on peut être entre 15 et 15 kilos et 30 kilos par habitant. En revanche, pour les collectes qui sont en cours de déploiement, là, on peut avoir des ratios habitants qui sont très faibles, mais qui s'expliquent aussi parce que eh ben, parfois les bornes sont en cours de déploiement sur un an et finalement on atteint le, le déploiement entier qu'à la fin de l'année. Voilà, donc avec des années un peu partielles de collecte. Donc des ratios qui sont à observer les années suivantes pour avoir une réelle idée de ce qui peut être collecté sur ces collectes. Voilà, donc là, on vous propose un petit quiz. Donc, selon vous, quelle part des Français trient ces biodéchets alimentaires en 2024? Et là, ça comprend ce qui est proposé par les collectivités, mais aussi les pratiques qui peuvent se faire en dehors des équipements et des collectes qui sont proposées par les collectivités. Donc, vous avez le choix entre 37%, 56% et 72%. Une quarantaine de réponses. Je vais laisser encore quelques secondes avant de mettre fin au sondage. Allez, je mets fin au sondage et on va pouvoir voir les résultats. Hop, hop. Alors, donc comment je vois les pourcentages? J'ai fait de chance. On voit que 54% ont répondu que seulement 37% des Français triaient ces déchets alimentaires. Ensuite, on a 38% des participants qui ont répondu 56%, et c'est vous qui aviez la bonne réponse. Et nous avons le reste, donc 8%, qui avaient répondu 72%. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous avez été un peu pessimiste sur le sondage, puisqu'on est un peu au-dessus, on n'est pas à 37%, mais à 56%. Donc, selon, en tout cas, l'enquête ADEME qui a été faite en 2024, 56% des enquêtés qui sont censés représenter les Français déclarent trier leurs déchets alimentaires. Et là, vous voyez que c'est intéressant parce que ça nous fait toucher du doigt qu'en fait, les chiffres que peuvent publier l'Observatoire sont partiels, puisque sur les 37% des Français qui compostent leurs biodéchets, deux tiers déclaraient s'être auto-équipés, donc sans avoir bénéficié d'un composteur distribué par la collectivité. Et donc ça, c'est des chiffres que en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne prend pas en compte, en tout cas pour le moment. Voilà. Ensuite, 12% participent à la collecte séparée des biodéchets. Euh, et puis, ensuite, nous avons 7% qui indiquaient donner ces déchets alimentaires aux animaux de leur foyer. Et ça, c'est également un chiffre que pour l'instant, on ne prend pas en compte. Et le pendant, bah, c'est qu'il y a encore 44% des Français qui déclarent ne pas trier leurs déchets alimentaires. Donc, on a encore voilà, un geste de tri à propager sur ces déchets, sur ces biodéchets. Et je passe la parole côté
du coup. Pour prolonger l'échange sur les biodéchets, il nous paraissait important, parce que vous allez vous poser la question, de l'impact sur les coûts. Je vais commencer par vous dire qu'il ne faut pas attendre un miracle pour l'instant parce que, notamment en région, les collectivités qui ont mis en place une collecte, notamment en ce qui concerne la partie collecte des biodéchets, et qui font la matrice, c'est relativement faible. Donc, on ne peut pas en tirer de conclusion pour l'instant. Ça ne serait pas judicieux. On a moins de 20 collectivités qui sont dans cette situation. Et la partie gestion de proximité, c'est-à-dire le compostage individuel ou collectif, est aggloméré sur la ligne prévention pour ceux qui font des matrices. Difficile de l'extraire de l'ensemble des actions de prévention pour en tirer des conclusions. En préparant ce webinaire, je suis allé voir dans le référentiel national de l'ADEME qui date de 2022, qu'en était-il des résultats? Et il se trouve que c'est la même conclusion. Il est indiqué de faire attention à la représentativité des résultats parce que les échantillons sont faibles selon les retours de l'ADEME. On a moins de 15 collectivités par organisation différente qui ont été monitorées. C'est pour cela que je m'en remets à une étude de l'ADEME qui a été publiée en 2018 sur des données de 2016, donc qui ont presque 10 ans. Étude spécifique sur la collecte séparative des biodéchets et qui indiquait que une colonne biodéchets, c'était 18 euros par habitant en plus pour ce flux à mettre en œuvre et que pour les collectivités qui disposaient d'une collecte de biodéchets dans l'échantillon témoin de cette étude, ça représentait une élévation des coûts de gestion du service de plus de 10 euros par habitant. Ce qui laisserait à penser qu'une collecte séparative de déchets entraîne une augmentation globale des coûts du service. Je pense qu'on ne peut pas considérer que ça soit représentatif de ce qui se passe aujourd'hui parce que, comme je l'ai évoqué précédemment, évolution réglementaire égale adaptation du service. Et on peut se poser la question sur la maturité des services publics d'échec qui ont mis en place ce dispositif quant à compenser les coûts intrinsèques à un nouveau flux collecté en porte-à-porte ou à port volontaire par rapport à l'optimisation que va engendrer l'absence de ces biodéchets dans la collecte des ordures ménagères résiduelles, par exemple. Par ailleurs, il y a des effets combinés, c'est ce que présente le graphique en bas à gauche, puisque des collectes de déchets alimentaires avec une tarification incitative, on revient sur l'impact du financement incitatif, présentent des coûts à l'habitant qui sont moindres que pour une collecte de biodéchets seule. Et un impact sur les quantités qui vont être générées sur les OMR. Hein. Le financement incitatif, lui seul, contribue à baisser les OMR. À droite, vous avez quelques éléments sur la gestion de proximité des biodéchets. Je vous ai mis les références des deux études si vous souhaitez les consulter. Ce qui ressort, sans vous donner de noyau de chiffres, de la publication de 2022 sur des données de 2019 de l'évaluation de la généralisation du tri à la source des biodéchets, c'est que les coûts sont très variables selon les modes d'organisation et de nombre, enfin de proportion des territoires qui sont couverts par un système de gestion de proximité. Des coûts qui sont variables en fonction du niveau de service qui est rendu entre une distribution simple d'un composteur individuel ou des accompagnements par des maîtres composteurs, par des solutions d'apport de broyat, par la gestion collective également en fonction du territoire, qui ne permet pas de tirer d'enseignements tranchés sur l'impact économique d'une gestion de proximité. Ça nécessiterait, c'est une des conclusions de cette étude, d'isoler et de suivre finement ces coûts, ce que ne permet pas de le faire à date la matrice. Et Elsa va vous donner quelques éléments en région, a fortiori au niveau régional sur la diapo suivante. On n'a pas un échantillon important de collectivité pour monitorer l'impact d'une gestion, la gestion de proximité ou de la collecte des biodéchets. Et oui, en 2023, on n'avait que 17 matrices avec une colonne biodéchets remplie.
et donc dont 12 des territoires à tendance urbaine, à tendance urbain. Donc c'est clair on n'a pas euh, assez de données pour se ressortir des éléments. Ce qu'on voit en 2023, c'est que le ratio de collecte des OMR est en moyenne de 187 kg par habitant et par an sur ces territoires, les 17, et qui est inférieur à la valeur du milieu urbain globalement en région, qui est de 205 kg. Donc on a bien une réduction des OMR là où il y a un déploiement de collecte. Par contre, en 2023, nous, on vous invite maintenant, quand vous remplissez votre matrice, à faire une colonne biodéchets pour vos collectes de biodéchets et puis vos- votre gestion de proximité pour qu'on arrive à vraiment distinguer ces valeurs et pouvoir vous apporter une vraie source de données. Donc, n'hésitez pas à remplir cette colonne de biodéchets. Ça y est, on peut passer à la suite. Alors, on vient de finir la partie numéro 3 sur le tri à la source des biodéchets alimentaires. Je propose qu'on garde toutes les questions qui ont été posées dans cette partie, mais je crois qu'elles ne sont pas très nombreuses. Pour la fin du webinaire, il y a une dernière session questions-réponses. Et comme ça, on arrivera à balayer l'ensemble des sujets qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc, après la production des DMA en région et les mesures de prévention, avec une attention particulière au tri à la source des biodéchets, on va s'intéresser au traitement des DMA une fois collectés, avec un focus particulier sur la valorisation organique. Merci Marianne. C'est donc cette première diapo qui représente un peu une vision globale de l'orientation des DMA une fois collectés, donc des DMA non dangereux, non inertes, d'une part, avec l'évolution entre 2015 et 2023, et l'orientation des DMA tout compris, donc déchets dangereux et inertes compris, pour l'année 2023 par rapport à un objectif. En fait, par rapport à l'orientation des DMA, il y a deux objectifs réglementaires. Un premier objectif qui porte sur le taux de valorisation des déchets non dangereux, non inertes, avec 65% de valorisation matière et organique en 2025. Donc, par rapport à cet objectif, là, ce qu'on va observer, c'est uniquement les DMA non dangereux, non inertes. Donc, évidemment, il faut également rajouter les déchets qui sont produits par les activités économiques de cette même nature. Mais si on regarde par rapport à cet objectif, donc on est à 51% pour les déchets ménagers assimilés. Si on regarde la tendance ces dernières années, eh ben la valorisation matière, elle stagne à 35% ces 3 dernières années, malgré l'extension des consignes de tri qui s'est déployée sur l'ensemble du territoire. Et par contre, on observe une augmentation de la valorisation organique pour cette dernière année 2023. Donc, on peut envisager que la diminution en fait, des traitements par incinération et par enfouissement va s'opérer à partir d'une augmentation de la valorisation organique et donc avec le geste de tri qui se propage. Le deuxième objectif réglementaire, donc lui, il est issu de la loi AGEC, c'est d'atteindre maximum 10% de DMA enfouis d'ici 2035. Donc pour cet objectif-là, il concerne l'ensemble des déchets, des DMA. Et donc il faut s'intéresser à la colonne hachurée du graphique. Et donc on voit qu'en 2023, on est à 15% de DMA enfouis. Donc il faut encore réduire cette part de 5 points dans les 12 prochaines années. Et ce qu'on peut dire par rapport à cet objectif-là, c'est que on perd à peu près 1 point par DMA enfoui pour le moment depuis 2021. Donc la tendance est à la baisse.
Et avec la mise en place du tri à la source des biodéchets, on suppose que ça va permettre de propager, enfin de poursuivre en fait cette tendance avec l'augmentation de la valorisation organique. On va rentrer un peu plus dans le détail justement des traitements par compostage et par méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, donc je reprends la parole. Là, l'idée, c'est de vous donner un peu une idée de finalement où vont les biodéchets. Donc, on va commencer par regarder ce qui se passe sur les plateformes de compostage en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2023, on avait 81 plateformes de compostage qui étaient en fonctionnement. Donc, on en a perdu une par rapport à 2022, mais globalement, ça reste un chiffre stable, avec 769 kilotonnes traitées. Et c'est pareil, c'est stable depuis 2019. Ouais, donc, il n'y a pas, pour l'instant, on ne voit pas de chiffres augmenter sur ces plateformes de compostage. Et en entrée, on a 66% de biodéchets. Donc, ça inclut les déchets verts, les déchets alimentaires et les déchets qui proviennent des industries agroalimentaires. En plateforme de compostage, si vous regardez le graphique, vous voyez qu'en fait, une grande partie des déchets qui sont compostés sur ces plateformes, c'est des déchets verts à 60%. Et si là, vous regardez le tableau en bas à droite, vous voyez qu'en fait, euh, la, la provenance de ces déchets verts, eh ben, c'est principalement des déchets des ménages à 78%. Ensuite, on a une provenance des déchets ouais, une provenance des activités économiques à 21%. Et enfin, 2% de ces déchets verts sont produits par les collectivités. Euh, et vous voyez qu'ensuite, le reste des biodéchets qui sont compostés sur ces plateformes, bah, c'est des déchets alimentaires. Et donc là, c'est un peu plus équilibré en termes de provenance. On a 41% de ces déchets alimentaires qui viennent des ménages et 59% qui viennent des activités économiques. Et puis par contre, bah, les 3% qui restent des déchets de l'industrie agroalimentaire, évidemment, là, c'est 100% des activités économiques en termes de provenance. Euh, voilà. Puis après, ben, du coup, en plateforme de compostage, vous avez aussi d'autres déchets. Vous voyez que les bouts de steppe prennent presque un quart des déchets qui entrent sur ces installations. Ensuite, maintenant, si on regarde ce qui se passe sur un deuxième type d'installation qui traite euh, des biodéchets, donc c'est la méthanisation territoriale et agricole. Et donc là, cette fois-ci, en 2023, on a 97 méthaniseurs territoriaux agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un chiffre qui est en augmentation et ça fait voilà, plusieurs années que ce chiffre augmente chaque année. Donc on est à plus 5 installations par rapport à 2022. On a également un chiffre d'intrants traités, parce qu'on parle d'intrants quand on parle plus d'intrants sur la méthanisation, donc on est à 1143 kilotonnes. Et là, on est aussi sur un chiffre qui augmente chaque année avec plus 17% en 2023 par rapport à 2022. Sur l'ensemble de ce qui rentre en méthanisation, on a seulement 22% de biodéchets. En fait, si vous regardez le graphique à gauche, vous voyez qu'il y a une bonne part qui sont des intrants d'origine agricole, avec des effluents d'élevage qui représentent plus de la moitié de ce qui rentre en méthanisation. Ensuite, on a un peu moins d'un quart où c'est de l'ensilage de végétaux. Et viennent seulement après des biodéchets. Et là, si vous regardez en termes de provenance de ces biodéchets, on est principalement sur des biodéchets qui viennent des activités économiques, donc soit de l'industrie agroalimentaire, soit des abattoirs, par exemple. Euh, et donc au total, sur ces biodéchets, on a 92% qui viennent des activités économiques et seulement 5% en méthanisation qui viennent des ménages. Voilà, donc des profils vraiment différents en termes de traitement des biodéchets entre les plateformes de compostage et la méthanisation.
Voilà, je passe la parole du coup à Olivier. Oui, juste pour poursuivre, donc, quels sont les coûts observés sur les euh, principaux exutoires de traitement pour les ordures ménagères résiduelles? On s'intéresse qu'à cela pour l'instant. Première ligne, les valeurs constatées en aura et deuxième ligne au national. En ce qui concerne le stockage, on est sur des coûts équivalents à ce qui est observé au niveau national, avec une augmentation par rapport à 2022 qui est liée notamment à l'application de la trajectoire TGAP. C'est le cas également pour l'incinération où on est un peu plus élevé qu'au niveau national, des facteurs locaux qui doivent se surimplanter en région Aura par rapport aux tarifs d'incinération. Euh, Ce qui est singulièrement différent par rapport au national, c'est les stratégies qui passent par des traitements mécanobiologiques, ou que ce soit sous stratégie compostage ou méthanisation, des coûts qui sont plus éloignés des valeurs de référence au national. 194 euros hors taxe la tonne livrée au TMB compostage en aura compte 149 euros au national. 212 pour la méthanisation compte 163 pardon, pour la filière TMB méthanisation au niveau national. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le positionnement des tarifs et des coûts de traitement des OMR en aura. Merci pour ces interventions. Il est 15h40. On va se laisser jusqu'à moins 10 pour répondre aux questions qu'il y a dans le chat et éventuellement, si on a le temps, pour prendre quelques questions, voire n'hésitez pas à partager des témoignages à l'oral. Donc voilà, 10 minutes et ensuite on passera à la conclusion de ce webinaire. Donc sur les questions qu'il y a dans le chat, il y a une première question qui concerne la population couverte en fait par la gestion de proximité des biodéchets. Donc je lis la question. La couverture est-elle seulement celle apportée par les collectivités? Comment estimer la couverture totale sachant que des habitants ont leur propre composteur? Alors ça, c'est assez compliqué, hein. C'est ce que vous avez donc dans la diapo 34, ou non, c'est pas la 34, je ne sais plus laquelle c'est, sur l'étude nationale ADEME. Vous, on a bien, donc c'est globalement en France, c'est 56% qui déclarent trier leurs déchets alimentaires et dont les 2 tiers sont équipés. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit travail en croix, un petit calcul en croix en se disant que globalement, vous avez, je ne sais pas, donné X composteurs sur votre territoire et que vous pouvez multiplier par 2 tiers ces valeurs par rapport à votre population? Je ne sais pas, mais en fait, il y a un vrai il y a un travail un petit calcul de coin de table à faire, puisqu'on sait que les collectifs, enfin, les acteurs trient eux-mêmes sans les équipements des collectivités. Donc là, c'est à vous voilà, de l'évaluer. Merci Elsa. Alors je profite que cette slide soit à l'écran parce qu'on a une question qui concerne les 44% des Français qui disent ne pas trier leurs biodéchets. Est-ce qu'ils ont un dispositif proposé par leur collectivité? Et donc il y a eu une premier élément de réponse apporté dans le chat. Donc effectivement, il serait intéressant de qualifier les différences dans le geste de tri suivant les différentes solutions de tri à la source, avec une limite notamment qui est le volume d'enquête. Voilà, je ne sais pas si vous voulez apporter d'autres éléments de réponse. Alors, pardon. Claire Saug est pas disponible aujourd'hui. C'est elle qui aurait répondu le mieux à cette question, puisque c'est elle qui suit les biodéchets. Mais je pense que il y a Nicolas qui vous a partagé le lien de l'étude et je pense que cette réponse, elle est dans l'étude. C'est-à-dire que sur les 44% qui ne déclarent pas trier leurs déchets alimentaires, il doit avoir une information dans l'étude. S'ils ont, oui ou non, un, un élément de gestion de proximité ou de collecte qui est proposé par leur collectivité.
Et je l'ai mis un lien dans le chat. C'est pas tout à fait le lien de l'étude. Je vais remettre le lien vers Ah bon. l'étude. Et puis, s'il y a une information plus précise, je la compléterai. Mais c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir ce croisement entre solutions de tri à la source et comportement de gestes de tri. Mais ça Euh, nécessite un peu d'investissement et d'enquête. non, mais le lien, il est sur la diapo. Quand on vous enverra, le lien, il est directement sur la On fait les deux. diapositive. Ça marche. Oui, et j'allais repréciser aussi qu'on envoie une foire aux questions à la fin, où on prend, en fait, on reprend vos questions et on y répond. Donc, si on ne peut pas vous donner la réponse immédiatement, voilà, on prend le temps après le webinaire de chercher la réponse et d'y répondre par cette foire aux questions. Alors, je poursuis avec les questions. Donc là, c'est des questions qui concernent plus le coût. Donc, sur la slide suivante, vous parlez bien d'un coût à l'habitant desservi. J'ai apporté une réponse à Isabelle Girard-Martin. Je me suis trompé, je pense qu'il n'y a que elle qui a vu la réponse. J'ai Je crois. Ouais. On l'a pas dans le. Enfin, moi, je l'ai ouais, pas. j'ai fait des extraits, des copier-coller dans le chat du rapport d'ADEME. Donc la réponse, oui, c'est bien des coûts ramenés à l'habitant desservi en ce qui concerne mon 18 euros. D'ailleurs, il est plutôt, je me suis trompé, de 21 euros, je ferai la correction dans le diaporama final. Les coûts aidés médians de gestion des biodéchets euh, est plutôt de 21 euros hors taxe par habitant desservi. Il y a une grande dispersion des coûts qui est constatée en fonction des organisations et notamment il y a une autre question sur est-ce que ça inclut ou pas les déchets verts. Il faut savoir que dans les règles de tri, certaines collectivités acceptent une partie de déchets verts, thon, branchage, donc une forte dispersion des coûts. Et en ce qui concerne l'impact économique, euh, je citais 10 euros hors taxe par habitant, là c'est par habitant de la collectivité. Sur la majorité des collectivités de cette étude, il y avait 72 collectivités qui avaient un système de collecte séparative des biodéchets. La majorité, 52 sur 72, ont constaté une élévation de leur coût médian de gestion des déchets par rapport à leur typologie d'habitat. Et ce coût est plus élevé de 11 euros hors taxe par habitant de la collectivité en valeur médiane. Voilà les apports de cette étude, je le répète, qui date de 2018 sur des données 2016, c'est-à-dire avant l'obligation de 2024 d'un tri à la source en France. Et donc avec toutes les précautions d'usage, c'est ça que je veux dire qu'il faut prendre quant aux résultats qui ont été tirés de cet échantillon. Merci Olivier. Je poursuis avec des questions sur la partie méthanisation. Est-il possible d'utiliser des méthaniseurs agricoles pour traiter les biodéchets collectés en collectivité, et principalement les restes alimentaires? Alors, c'est vrai que je ne suis pas non plus la meilleure placée pour y répondre. Je pense que ça dépend aussi de l'équipement du méthaniseur, notamment si le méthaniseur est un hygiéniseur ou pas. Euh, et en fait, il y a des montages effectivement de méthaniseurs qui sont portés par des exploitants agricoles, mais qui reçoivent des biodéchets qui ne sont pas d'origine agricole. Donc, c'est pas, comme vous l'avez vu, là, il y a peu de déchets alimentaires des ménages qui sont traités, mais par exemple, j'ai en tête des méthaniseurs qui reçoivent beaucoup de biodéchets d'industrie agroalimentaire et qui restent portés par des exploitants agricoles. Donc après, c'est tout le jeu de où est-ce qu'on les classe, ces méthaniseurs. Est-ce qu'on les classe dans des méthaniseurs agricoles, dans des méthaniseurs territoriaux? Ça dépend aussi de ce qu'on prend comme critère. Est-ce qu'on prend qui sont les porteurs ou est-ce qu'on prend quels intrants rentrent sur ces méthaniseurs? Merci Marianne. Et une deuxième question, toujours sur la méthanisation. Où se trouve la part des CIV, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, dans les produits en méthanisation? Je ne sais pas sur le graphe si c'est... Ouais, là, je pense, mais il faudrait que je vérifie, je pense que c'est dans la catégorie résidus de culture. Mais il faut que je vérifie. Ok, bon, on vérifiera tout ça, puis on apportera les éléments de réponse Non, dans non, la foire aux questions. je pense que ça se trouve dans l'ensilage de végétaux. Voilà. Ah, ok, bah, c'est vrai que j'ai un doute là.
C'est pas les résidus de culture, c'est les ensilages de végétaux. Et grosso modo, les cives, c'est entre 15 et 17% des appros. J'ai plus en tête. C'est vrai qu'en fait, nous, on s'intéresse sur l'Ardèche plutôt à la partie biodéchets. Ouais, je vous ai mis le site aussi géré par Aura 2E, le site de méthanisation biogaz et ressources, où il y a des résultats sur les de 2022 notamment. Merci Hervé. Dernière question, et avec déjà des éléments de réponse apportés dans le chat avant de passer à la conclusion. Comment ça se fait que tous les coûts sont plus chers en Auvergne-Rhône-Alpes? Sommes-nous plus mauvais en négociation que le reste de la France? Est-ce dû au marché? Et donc, des premiers éléments de réponse apportés par Elsa. Donc, les coûts à l'habitant est supérieur en Auvergne-Rhône-Alpes car le pourcentage de collectivités en tarification incitative est faible. Je ne sais pas s'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ça, mais en tout cas, voilà, c'est une raison qui peut l'expliquer, Je peux me permettre juste de compléter. bien sûr. Faut se poser la question de la quantité de déchets par rapport aux productions dans d'autres régions. Donc, avant même de remettre ces déchets au système de gestion des déchets, quelle est la quantité de déchets qui a été produite dans les autres régions? Est-ce qu'elle est plus faible ou plus élevée? Donc, comment se positionne la région par rapport aux autres régions en termes de production de déchets? Ça pose la question pour celles qui sont en prestation ou en régie par ailleurs, du coût de la vie tout simplement. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit documenté, en tout cas je ne l'ai pas vu dans les études de l'ADEME. Est-ce que le coût de la vie est le même en région Aura que en région Bretagne par exemple? Globalement, ce que je constate moi sans avoir fait d'études, c'est qu'il y a des coûts de vie qui sont plus élevés en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme c'est le cas également en région PACA ou en Île-de-France que dans d'autres régions françaises. Et que un autre indicateur pourrait être le niveau de pauvreté des territoires et quelle est la part d'habitants qui ont 50% de moins que le revenu médian de la région. C'est des indicateurs de l'INSEE et je pense qu'il faut y voir des causes facteurs locaux qui contribuent à des écarts entre les régions et ne pas oublier pour la partie Rhône-Alpes de la région l'influence du pôle genevois notamment sur l'augmentation des coûts de vie et donc des coûts de prestation. Je pense notamment aux personnes qui sont dans l'Ain, la Haute-Savoie ou la Savoie, à savoir à moins d'une heure du pôle genevois. Merci. Moi, je rebondis, Olivier, je me demandais aussi l'impact des territoires de montagne. Côté Orbec, c'est vrai que nous, on voit certains territoires qui sont en montagne où effectivement, ils ont des tournées de collecte qui sont, selon les vallées, beaucoup plus compliquées que sur d'autres territoires où il n'y a pas cette problématique. Et par ailleurs, après, bien sûr, vont se rajouter des facteurs locaux techniques, contextuels, collectivités touristiques de montagne ou même de plaine chez nous, qu'on va retrouver en Occitanie ou en PACA, mais on les retrouve en Bretagne également. Donc voilà, j'ai vraiment un sentiment qui serait de regarder le pouvoir d'achat, le niveau de vie des territoires les uns par rapport aux autres. On est sur des marchés qui restent locaux finalement, où des coûts de recrutement d'un agent du service public qui soit en contrat privé ou public, voilà, les niveaux de rémunération, ils sont quand même liés aussi à des facteurs locaux. Donc, vous avez raison, Marianne, il y a des éléments techniques, organisationnels, mais aussi des éléments externes qui jouent, mais je ne sais pas aller plus loin. C'est juste une supposition forte de ma part, mais que je n'ai pas documentée. Merci Olivier et merci à toutes et tous pour vos questions et l'ensemble des éléments de réponse apportés. Donc on va passer à la conclusion parce qu'il nous reste juste 5 minutes sur ce webinaire et donc je laisse la parole à Blandine. Merci Martin. La conclusion, le mot de la fin, ça va être côté ADEME et région. Du coup, en 5 minutes, il faut vous répartir la parole tous les trois, s'il vous plaît.
Je commence vite, j'ai mis ma caméra et mon micro. Donc, rapidement, pour la matrice des coûts, ce qu'on voit, c'est que le service public évolue, hein. Vous intégrez les biodéchets, enfin, le tri à la source des biodéchets, l'extension de la consigne de tri, et qu'avec la matrice, on voit qu'il y a des optimisations, hein. Donc, je parle encore de l'assistativité et ça fonctionne. Mais il y a également les actions de prévention qu'on a tendance à oublier. On investit peu sur la prévention. Alors, on a quand même multiplié par deux entre 2022 et 2023. Donc, continuer, augmenter par deux, puisque je pense que l'investissement sur la prévention permet de faire des gros gains après en termes d'OMR et de collecte sélective. Et puis, il y a le travail, bon, vous a assez rabâché sur les adaptations techniques, la collecte, la fréquence de collecte, les vrais coûts aux pros et l'ARS à mettre en œuvre pour améliorer vos coûts. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les coûts. Je laisse la parole soit Hervé, soit Marie-Caroline. Merci Elsa. Côté région, ces résultats sont plutôt optimistes parce que je crois que dans cette assemblée, beaucoup de gens savent que nous sommes sur une trajectoire de baisse des capacités autorisées de l'enfouissement, ce qui signifie que on a évalué quelque chose comme entre 300 et 400 000 tonnes de trop à sortir de cet enfouissement. Donc, autant les DMA ne sont pas le déchet prioritairement orienté vers l'enfouissement en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ils y contribuent quand même si c'est assez peu. Donc les résultats qu'on voit là sont quand même plutôt optimistes. Et pour rebondir sur ce que dit Elsa, effectivement, les efforts en matière de prévention, de réduction des déchets et de valorisation sont à continuer et à accentuer. Je voudrais parler d'agenda. Donc pour ceux que ça intéresse, le jeudi, c'est un jeudi 2 octobre, les journées de l'Ordec seront consacrées cette année au sujet du textile et la journée se déroulera sur le site de Tremplin 01, donc dans l'Arc, avec comme sujet la question de la collecte, la question de fermeture des exutoires et de voir comment vous, collectivités, vous vous êtes emparés de ce sujet-là. Et toujours en matière d'agenda, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons finalement réussi à trouver une date pour la CCES 2025 et qu'elle aura lieu le 16 septembre 2025 à Clermont-Ferrand. Ouverture, on démarre à 14 heures et l'accueil café démarre à 13h30. Et ça se passe à l'hôtel de région de Clermont-Ferrand. Voilà, et je vous remercie tous de votre présence et de vos questions très dynamique et très instructive. Et puis, merci à l'Ordec pour cette animation. Et merci à l'ADEME et à Indigo pour tous les compléments qui vous ont été apportés dans cette présentation. Je laisse la parole à Hervé. Oui, bah, je vais faire très court, mais je n'avais pas vu les conclusions d'Elsa, mais j'avais retenu quelques de la présentation. Bien sûr, la baisse continue sur 3 ans des DMA, et je pense qu'on est sur une bonne trajectoire, comme l'a dit Blandine. Sur les biodéchets, je pense que c'est un fort enjeu, notamment en installation de valorisation. Donc, il y a quand même des gros projets qu'on a financés côté ADEME avec le fonds vert ou sur fonds propres ADEME, notamment la méthanisation à gamme et bien sûr des méthaniseurs qui vont pouvoir capter des gisements. Donc, il y a un fort enjeu sur les installations de valorisation, ne pas l'oublier. Mais je voulais surtout axer sur deux chiffres qui m'ont marqué dans la présentation. Euh, Seulement, je dirais, 32% de zones de réemploi en déchetterie. Voilà. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il y a un effort à faire et une amélioration à avoir de ce côté-là. Et puis, bien sûr, les 1,7 euros par an et par habitant sur la prévention, il faut être très clair. Il y a un positionnement de l'ADEME sur les déchets des collectivités qui est moindre que par le passé, mais c'est logique, hein. Enfin, les REP sont là et ont pris la place dans beaucoup de financement. Néanmoins, et ça, c'est pas une info, mais euh, l'ADEME se positionne fortement sur les actions de prévention, de sobriété, et c'est là où on pense avoir pleinement notre place. Donc, c'est vrai que si on pouvait orienter les fonds et l'accompagnement des collectivités sur ces sujets-là, je pense que c'est aussi un effet majeur pour diminuer les tonnes de déchets enfouis. En tout cas, merci. C'était pour moi
très très dense et très très intéressant. Donc j'espère que cela a été pour vous, collectivité. Puis surtout, n'hésitez pas, enfin comme l'a dit Blandine, leur deck et puis les restitutions, les études, enfin les centres de ressources sont là. Enfin, c'est vraiment là pour vous. Et on essaye de répondre au mieux à vos besoins. En tout cas, merci beaucoup et bon été. Pas trop chaud, je l'espère. Merci. Euh, il est 16 heures, donc je propose que les derniers éléments qu'on avait mis sur les deux dernières diapos des éléments à venir, vous les retrouverez grâce au support qu'on va vous mettre à disposition et également le replay. Et pour finir, la foire aux questions. Donc, on va rappeler chacune des questions et apporter une réponse complète si besoin par rapport à ce qui a déjà été apporté.